Bonjour à tous. On va commencer. Merci d'être venus. Dernière présentation de la journée avant la dernière plénière. Donc, je sais que ça va peut-être être un peu plus dur, mais allez, un dernier petit moment de concentration. Et promis, on va essayer de ne pas être trop long et que ce soit intéressant pour vous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la modernisation de notre self-service décisionnel. Donc, pourquoi on l'a mis en place, comment et les impacts que ça a eu. Donc, dans un premier temps, on va se présenter. Donc, moi, c'est Amélie Neveu. Je suis Head of Data chez Ultra Premium Direct depuis 1 an maintenant. Le rôle du pôle data, c'est d'identifier et délivrer des use case data et IA à fort impact business. Et en termes de formation, donc moi, je suis issue de la TSE, donc l'école de Toulouse, en Master 2 Statistique Économétrie. Et j'ai passé un peu plus de 10 ans dans le monde du conseil, du coup, à accompagner les différentes entreprises de différents secteurs sur différentes architectures de données, différentes problématiques. Voilà. Merci Amélie. Et moi, Laurent Berniol, Data Science Manager chez Ultra Premium Direct. Moi, ça fait depuis à peu près 5 ans que je suis chez eux, chez l'entreprise qui m'a fait confiance sur une reconversion. Principalement, moi, j'ai été issu d'une école de commerce et d'un background en web marketing. J'avais un fil rouge qui était l'analyse de données, que ce soit publicitaire, que ce soit de trafic, de vente. Et je me suis dit, et si on partait sur la data ? Et donc, effectivement, j'ai suivi une formation d'une école qui n'existe plus malheureusement, mais qui était en partenariat avec une université. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, Ultra Premium Direct, c'est quoi ? C'est une marque française d'alimentation premium pour chiens et chats qui a été lancée en 2014 et dont les usines sont basées à Agen, donc pas très loin de Bordeaux, et tout le pôle tech est basé à Bordeaux. C'est l'acteur clé du marché direct to consumer, donc vente à prix usine sans intermédiaire. Et ils ont été les pionniers de l'alimentation sans céréales. Et ils permettent aussi la création de l'abonnement, donc qui permet de recevoir ses croquettes chez soi tous les X mois, donc à domicile ou en point relais. En quelques chiffres, donc chez UPD, on a environ 150 collaborateurs, dont toute une partie à l'usine. Depuis que la création, on a déjà eu environ 530 000 clients. Là, on est à peu près à 100 000 abonnés. En termes de chiffre d'affaires, en 2021, on a fait 31 millions de chiffre d'affaires. Et là, comme vous pouvez le voir, on se projette sur du 75 millions pour l'année 2024. Donc voilà, une plutôt très forte croissance en quelques années. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être, pour la 3e année consécutive, sélectionnés à la French Tech 120. Donc maintenant, pour parler un peu plus de notre sujet, voilà, quelle était notre problématique, et je pense que c'est une problématique qui va peut-être parler à plusieurs d'entre vous, c'est comment rendre autonomes les équipes métiers dans le suivi de leur business, en les accompagnant de manière rapide, fiable, efficace sur la prise de décision. Donc voilà, comment on va réussir à mettre tout ça en place. Donc on a identifié un peu 3 gros points. Donc le premier, c'est déjà être capable de leur fournir de la donnée disponible, de la donnée fiable, disponible rapidement en quasi temps réel. Donc pareil, on reviendra aussi sur la notion de temps réel. Ensuite, comment on met ça en place ? Il faut un modèle scalable. Comme on l'a dit juste avant, on est quand même une entreprise en très forte croissance. Donc tout ce qu'on va mettre en place, il faut que ça puisse supporter aussi la croissance de nos données et de la société. Et enfin, la dernière étape, nous, ça a été l'internalisation. Puisque auparavant, le pôle data existe depuis plusieurs années, mais du coup, au démarrage, il y avait pas mal de choses qui étaient externalisées. Donc maintenant, on a internalisé tout ça, gardé les compétences en interne pour pouvoir aussi répondre plus efficacement aux différentes demandes. Et je pense que Laurent pourra vous en parler, puisque lui, il l'a connu comme c'était avant. Exactement. Et effectivement, avant de commencer à démontrer un peu notre stack, je veux juste vous faire une petite anecdote. C'était comment ça se passait avant. Avant, on avait tout externalisé, on passait par un prestataire pour faire tout ce qui est l'engineering, la préparation des données, mais aussi la visualisation des données. Ça avait un avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de ressources techniques. Ça avait un inconvénient. Pour développer une dimension, une mesure, ça pouvait prendre jusqu'à 2 semaines. Nous, qui avions une croissance très rapide, des besoins très rapides, de l'agilité, il se trouve qu'au bout de 2 mois, j'ai dû prendre une licence de tableau utilisateur individuel pour essayer de gagner en agilité. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, il faut qu'on change. Donc, on a commencé à réfléchir comment mettre en place un stack qui nous permettrait de gagner en réactivité, en productivité, en agilité, tout en prenant compte de cette scalabilité.
Pour faire simple, nous, on a différents flux de données. Ces flux de données qui soient en lien avec notre solution CRM, qui va être Salesforce, et sa brique d'activation, Salesforce Marketing Cloud, des données de trafic, Google Analytics, des données de trafic physique en magasin, parce que là, aujourd'hui, on a quasiment une dizaine de boutiques. Ouais. On a une dizaine de boutiques physiques, et les données de sites e-commerce. Pour tout ça, effectivement, on a sélectionné une solution qui a été évoquée juste un peu avant, Fivetran, principalement pour les données online. Pour les données du site e-commerce, ça n'a pas été mentionné là, mais on passe par des services de Google Cloud Platform, ça s'appelle Dataflow et Datastream, pour faire de la réplication plus ou moins de temps réel des changements qui se passent en base de données. Tout ça est déversé dans Google BigQuery, notre data warehouse, et après, effectivement, on va faire toute la préparation de données dans la suite qui s'appelle Looker, qui est un outil de data visualisation qu'on vous présentera juste après. Ces données, une fois qu'elles ont été transformées, préparées, vont pouvoir effectivement prendre forme sous la forme de dashboard, mais aussi pouvoir être exposées dans des Cloud Functions ou encore utilisées dans des algorithmes de machine learning ou de generative AI. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de Looker et de son langage LookML. Ça va pas forcément être très visible, je pense, au fond, mais pour les personnes à qui ça parle, c'est très proche de DBT. Concrètement, on va pouvoir connecter une source de données, par exemple des tables BigQuery. On va définir les éléments de cette table, son adresse, on va dire, les différentes dimensions, leur donner des types, et on va pouvoir même définir des granularités. Pareil, on va pouvoir créer des mesures. Et l'avantage par rapport par exemple à DBT, c'est qu'on n'a pas besoin de recréer à chaque fois toutes les formules. Il y a la possibilité de pouvoir avoir des types, par exemple count distinct, qui représentent en fait une agrégation de type count distinct. On peut aussi faire les formules classiques SQL si besoin. Et à la fin, on va réunir et on va faire ce qu'on appelle un explore, c'est-à-dire que l'on va expliquer et on va faire un modèle de données où on va lui expliquer toutes les jointures pour chacune des tables afin que lorsque l'on fera des rapports, il puisse sélectionner la bonne colonne et les bonnes métriques qui vont ensemble. Je fais très vite. On en a parlé juste un peu avant, mais l'avantage aussi, c'est tout comme DBT, c'est un outil qui est collaboratif, basé sur GitHub et qui nous permet aussi du versionning. Ça, pour nous, ça a été un grand avantage. Une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans le pôle data, on est 3. On est une petite équipe. On est une petite équipe pour essayer de répondre à plus d'une cinquantaine, voire soixantaine de personnes. On a besoin d'avoir beaucoup de réactivité, on a besoin de développer en continu des... D'ailleurs, je suis en train de regarder, vous pouvez voir que les commits et les deploys ne sont pas très espacés. On a besoin de développer en continu, de mettre en continu en place des pushs de code. Et on en a parlé, l'erreur est possible. D'avoir du contenu qui est versionné, c'est cool, parce que du coup, en 2 clics, on repasse sur une version précédente. Au-delà de ça, bien sûr, il y a tout le contrôle des pushs. Ça, on ne va pas détailler, il y a des tests. On ne va pas rentrer dans les détails. Pour nous, c'est aussi la force de cet outil, c'est que ça nous permet d'avoir une unicité des KPI par rapport à toutes les sources que l'on va avoir. Je vous prends un exemple tout simple. Les nouveaux clients. Les nouveaux clients, c'est quelque chose qui peut paraître simple. C'est une personne qui a fait un premier achat. Mais pour une boutique physique, ça ne va pas être la même chose que pour un site e-commerce, que pour même une vision entreprise décilotée, où on va avoir une vision portefeuille. Donc pour nous, le but, c'est de définir des définitions qui seront communes à toutes les équipes et ainsi leur mettre à disposition des explorations qui leur permettra effectivement de parler un même langage. Oui, et si je peux ajouter aussi sur la partie précédente, le gros avantage en fait, qu'on a dans l'unicité, c'est, je pense que tout le monde a déjà été confronté à j'ai un chiffre dans un dashboard, j'ai pas le même dans le deuxième. Nous, concrètement, ça ne peut pas arriver parce qu'en fait, si on calcule un panier moyen, la définition est codée une bonne fois pour toutes à un endroit et c'est cette métrique qui sera utilisée partout ailleurs. Donc du coup, on a forcément l'unicité du KPI puisqu'il n'est codé qu'une seule fois à un seul endroit et c'est celui qui sera utilisé ensuite dans tous les dashboards. Donc on a vraiment réglé cette problématique que j'ai pour le coup souvent rencontrée dans mes expériences précédentes
Et là, voilà, on a vraiment des définitions uniques et qui sont disponibles dans tous les dashboards, puisqu'on est du coup la seule équipe qui fournissons toutes les données. Voilà, toutes les données sont vraiment, proviennent de Looker et de tout ce que nous avons mis en place dans le modèle de données. Et aussi, pardon, sur cette partie-là, finalement, chaque analyse ad hoc qu'on va pouvoir produire au sein de l'équipe va tout de suite devenir... en fait, si on développe un KPI pour le besoin d'une analyse ad hoc, il va être disponible finalement dans le modèle LookML et donc utilisable pour n'importe quelle personne de l'équipe pour une analyse future. Donc en fait, chaque développement qui est fait en analyse ad hoc va tout de suite pouvoir être utilisé à terme pour des choses plus... mises sur des futurs dashboards ou autres. Donc il y a vraiment une scalabilité aussi sur tout ce qu'on développe. Donc sur la partie data visualisation, là je pense qu'en termes de data vis, on va pas, ça va se retrouver avec du Tableau ou du Power BI, on va pas être sur des visualisations extraordinaires, mais en tout cas il y a toutes celles dont on a besoin de manière classique. C'est assez facile à prendre en main. Nous, quand on est arrivé donc avec l'autre personne, on est vraiment monté rapidement en compétence sur l'outil. Donc on peut sélectionner plusieurs types de visualisation. On va avoir la page pour pouvoir customiser des libellés, choisir les couleurs qu'on veut, etc. Donc vraiment un panneau assez simple, et on peut mettre ensuite à disposition les dashboards aux équipes. On peut aussi faire des gestions de droits pour donner accès à telle équipe uniquement à ces dashboards. On va vraiment pouvoir aussi gérer toute une politique de mise à disposition des dashboards. Et pour la partie autonomie dont on a parlé au tout début, en fait, on va pouvoir aussi leur mettre à disposition une interface dédiée où ils vont pouvoir construire eux-mêmes leur propre, alors pas leur propre dashboard, mais leur propre look. Donc dans Looker, en fait, quand on fait une visualisation, ça s'appelle un look, et un dashboard, c'est une combinaison de plusieurs looks. Et eux, ils vont pouvoir créer des looks potentiellement à partir de dashboards existants. S'il y a une visualisation qui les intéresse, ils peuvent partir de celle-ci et peut-être rajouter une granularité. Si finalement on leur a mis à disposition tel KPI filtré uniquement sur une certaine dimension et qu'ils en veulent une autre, ils ont juste à le modifier. Et finalement, nous, ça va nous faire gagner du temps parce que c'est peut-être des demandes qui n'ont pas trop de plus-value pour notre équipe et où eux vont pouvoir être autonomes et en fait aller du coup avoir la donnée dont ils ont besoin. Pour cela, donc, il y a cette interface qui ressemble en gros à un très gros tableau croisé dynamique où ils vont avoir sur le bandeau de gauche toutes les dimensions possibles qui sont rangées un peu par thématique. Il va y avoir des descriptions de chaque champ pour qu'ils sachent à quoi il correspond. Et ensuite, ils ont aussi les métriques associées. Et donc, ils vont pouvoir drag and drop les champs et ça va leur calculer en quasi temps réel, finalement, le résultat dont ils ont besoin. Ils peuvent mettre des filtres. Bien sûr, pour être capable d'utiliser cette interface, il y a aussi des formations qui sont faites de notre côté auprès de différents utilisateurs pour que dans chaque équipe métier, il y ait au moins une personne qui puisse avoir cette sensibilité-là et être capable du coup de produire des visualisations assez simples. Et bien entendu, s'ils ont des demandes plus complexes, ça passe par nous et c'est nous qui les accompagnons sur cette partie-là. Mais voilà, on va dire que ça permet vraiment de dégrossir toutes les demandes simples et pour nous, du coup, d'avoir de la plus-value sur des demandes plus poussées. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, on disait du coup qu'il nous fallait un modèle scalable, mais un modèle scalable ne veut pas dire non maîtrisé. Vous l'avez vu aussi dans la présentation précédente, on va parler maintenant de toute la partie FinOps. Donc comment nous, on a mis aussi un peu tout ça en place. Déjà, ça peut passer par l'utilisation de services avec un faible coût énergétique. Donc là, ça va être, dans GCP, on peut sélectionner des serveurs green. Ça va aussi passer par l'optimisation de l'utilisation des ressources. Donc là, on va pouvoir gérer toute la politique de mise en cache. Donc là, quand on parlait justement du quasi-temps réel, en fait, on a des sources de données qui vont pouvoir rafraîchies toutes les 5 minutes, mais c'est peut-être pas le cas de toutes les sources de données et peut-être que tous les dashboards n'ont pas besoin d'être rafraîchis aussi souvent. Donc, on va vraiment pouvoir choisir la politique de mise en cache sur chacune des tables qu'on définit. Il va y avoir ensuite la partie optimisation du code. Donc là, c'est directement géré en fait avec Looker. Donc c'est Looker qui va générer automatiquement la requête SQL par rapport à tout le modèle de données qu'on lui aura prédéfini, puisqu'on lui a défini du coup les jointures, on lui a défini les champs. Donc c'est lui qui va créer la requête et qui sera du coup déjà optimisé au sens BigQuery. En revanche, nous, notre travail va être vraiment dans la définition des explores. Donc, ce qu'on disait, l'explore, c'est nos modèles de données. On va pouvoir créer plusieurs explores en fonction des typologies de métiers et du coup, des tables sur lesquelles ils ont besoin de s'appuyer. Et du coup, ça va permettre de minimiser les jointures et que lorsque la requête va être faite à la volée, il va vraiment utiliser juste les tables qui sont nécessaires pour le calcul des KPI qu'il va vouloir afficher.
Ensuite, on va avoir la réduction de la duplication des données. Donc ça, on l'a expliqué aussi tout à l'heure. Finalement, chaque KPI n'est codé qu'une seule fois. Et pareil, les tables ne sont écrites qu'une seule fois et elles vont juste être utilisées lorsqu'il y a besoin pour générer la requête pour alimenter le tableau. Mais on ne va pas dupliquer les données ou les copier à d'autres endroits. Elles sont vraiment stockées une seule et unique fois. Et donc forcément, tout ça va permettre de réduire les factures puisqu'on va optimiser nos coûts au global. Et donc tout ça pour dire que ça nous fait des coûts qui sont proportionnés à la création de valeur et non pas des coûts proportionnés à l'augmentation de notre volumétrie ou de l'entreprise. L'idée, c'est qu'on a conscience qu'il va y avoir des coûts qui vont potentiellement augmenter parce qu'on est en forte croissance, mais pour autant, il faut les maîtriser, il faut faut que ces coûts aient vraiment une création de valeur associée. Je vais me permettre de faire une parenthèse. On a parlé des politiques de mise en cache ou encore de la mise à disposition quasi temps réel. Certaines données, vu qu'on utilise la réplication, sont disponibles en moins de 10 secondes. Celles-ci, quand on va lancer des opérations de communication de type marketing, type vente privée qui commence à 9h pile, les équipes ont besoin de savoir si ça fonctionne, d'avoir l'information qui remonte quasiment en temps réel pour savoir est-ce qu'il y a un problème, le débugger, rentrer en contact avec les équipes marketing chez vente privée s'il se passe quelque chose. Cette donnée-là, elle, ok, elle est disponible, il y a un vrai besoin métier. D'autres données, ça va être soit à l'heure, soit à la journée, soit même certaines tables, n'ont pas besoin d'être rafraîchies. Donc c'est là qu'on s'y retrouve. Du coup, c'est la dernière ? Ouais. Pour conclure, moi je voulais vous faire une petite ouverture aussi sur quelques usages avancés de Looker. Il faut savoir que Looker, avant tout, c'est une plateforme qui est API first, on va dire. Tout se base à travers de l'API. Même la data visualisation, in fine, derrière, on peut appeler une API pour récupérer les données et ensuite les mettre en forme. Donc ça ouvre beaucoup de portes, que ce soit pour la requêter ou que ce soit pour l'exposer. On peut imaginer, par exemple, plusieurs scénarios. Vous avez une personne du service client ou du business qui se rend compte que là, on a un problème sur les ventes d'un certain produit. On sort une liste de commandes qui contiennent ces produits et on souhaite les communiquer au service client pour rappeler les clients qui ont commandé ces produits dans la dernière heure. Hop, on clique sur un bouton, on envoie un message sur Slack, d'API à API, c'est très simple. Pareil, si on veut se fixer par exemple sur un use case qui serait plus marketing, même chose, mais cette fois-ci on veut leur envoyer un email pour s'excuser et leur fournir un code promo, un autre clic et on envoie dans la solution d'activation pour générer un email à travers la liste des emails qui sont renseignés. Hop, et je récupère la télécommande. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on profite en fait du fait d'avoir eu une définition et d'avoir mis en place un modèle qui est contrôlé pour avoir une donnée qui est beaucoup plus qualitative et beaucoup plus fraîche, ou en tout cas contrôlée. Ça va pouvoir nourrir nos différents modèles. On parle beaucoup aujourd'hui de LLM. On verra après peut-être une petite illustration. On verra sur la fin effectivement une petite illustration. Mais même si on veut faire par exemple de la prédiction du churn, c'est de l'attrition client, de la perte client, si on veut faire du clustering, qu'on veut se baser sur des données, au bout d'un moment, tout le monde ici va dire oui, c'est la qualité des données qui fera le modèle. Donc nous, on capitalise sur ça. À savoir aussi, on vous a dit que nous, on était connectés sur BigQuery. BigQuery embarque ce qu'on appelle le BigQuery ML. On peut faire directement des modèles simples de machine learning, des régressions linéaires, des random forest ou des XGBoost à travers BigQuery. Là, c'est le cas que je vous ai expliqué. Pardon ? Non, excuse-moi. Un autre use case, c'est par exemple, dans un cas qui est plus précis, notre solution d'activation Salesforce Marketing Cloud, on s'était retrouvé dans la problématique de devoir recréer un modèle de données. Les personnes qui gèrent des solutions de communication type emailing, SMS, etc. vont peut-être s'y retrouver, mais on a recréé un modèle pour reconnecter des informations clients, y agréger des informations de commande pour pouvoir ensuite créer des segments, etc. Le problème, c'est que là, on s'est dit, mais attendez, on fait 2 fois le même travail. D'où le chantier que l'on s'est dit, et si on capitalisait sur le fait d'avoir bâti un modèle qui est entretenu par des équipes data pour nourrir cet outil avec ces données-là, plutôt que de dupliquer le modèle. Et dernier point, c'est effectivement les custom visualisations. On vous a montré quelques visualisations basiques que l'on peut retrouver quasiment dans toutes les solutions.
Certains d'entre vous, ça va leur parler, que ce soit des bibliothèques comme D3JS ou iChart, on peut les utiliser. Et si on a des compétences techniques, on peut créer des modules de visualisation pour mettre à disposition des équipes des visualisations qui n'étaient pas existantes et répondre à des besoins de façon plus précise. C'est une des possibilités qui est offerte. Et donc pour finir, une petite ouverture aussi. Donc faut savoir que donc voilà, nous l'outil Looker est quand même un outil en constante évolution. Il y a très souvent des releases et donc là, une des futures releases qui devrait sortir prochainement va nous permettre d'ajouter un nouveau bloc qui serait l'Explore Assistant Démo. Et donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, il suffirait de taper le graphe que l'on souhaite voir. Enfin, c'est je souhaite voir les ventes des deux dernières années, mois par mois, sur telle granularité. Et il génère le graphique instantanément en utilisant les champs qui ont été préalablement mis dans le code LookML. C'est le futur. Donc voilà, il y a une des possibilités. Après, bien entendu, on sait qu'il faut le cadrer au maximum pour qu'il utilise les bons champs et qu'il nous sorte ce qu'on souhaite. Mais voilà, on a hâte de pouvoir tester aussi cette nouvelle feature très prochainement. Et je vous rassure, pour les personnes qui feraient effectivement de l'analyse de données, ça ne nous remplacera pas. En tout cas, vraiment pas tout de suite. Ça restera très sommaire pour des demandes très simples. Mais effectivement, on peut imaginer ensuite de créer par exemple des interfaces. Là, j'ai pris un exemple assez récemment avec notre PDG. C'était juste histoire de faire le wow effect, mais on connecte à un assistant vocal. Il s'exprime en langage naturel, combien on a fait de nouveaux clients dans la journée, et il a une sortie soit sous la forme de nombre, soit sous la forme d'un visuel. Ça peut faire le wow effect que tout le monde adore. Bref, on arrive sur la fin de la présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, il n'y a personne, donc c'est moi qui amène. Merci pour la présentation. Pourquoi avoir choisi cet outil et avec quels autres outils vous l'avez mis en concurrence en fait, lorsque vous avez fait votre choix? Youpi! Quoique je vais rester peut-être au... Ah non, bon. Concrètement, quand on a fait effectivement le benchmarking, je vais me permettre de répondre vu que tu n'étais pas encore là, toi. On a cherché effectivement sur les différents outils qui existaient, que ce soit, enfin, principalement Power BI et Tableau. Celui sur lequel on avait le plus avancé, c'était Tableau, parce qu'il se trouvait que, comme je vous ai fait la petite anecdote, j'avais commencé à travailler avec une licence d'utilisateur individuel dessus. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, allons capitaliser. Et très concrètement, ce qui a pesé le plus dans le panier, c'était deux facteurs. Le premier, le côté, on va dire, scalable, que sur Tableau. Je n'arrivais pas à me projeter autant sur des usages avancés qu'avec un Looker. Moi qui suis un peu sur un profil hybride, à la fois analyste, mais tech, ingénieur, architecte, ce que vous voulez, mais un peu des deux, j'arrivais à me projeter sur des usages plus avancés auxquels je pouvais tout à fait me dire, en faisant appel à un prestataire, on pourra faire ça, et clairement dans 2 ans, ça va tout défoncer. Avec Tableau, peut-être par manque de connaissances ou pas, je me voyais plus dans quelque chose de figé, ou en tout cas qui ne permettrait pas d'aller aussi loin. Et je crois que c'est bon. Ouais. Ah oui, 2. Oui, ben le deuxième, on ne va pas se mentir. J'ai eu l'anecdote juste avant, c'est essayer de mettre le plus de paniers enfin le plus d'œufs dans le même panier. On est un full stack Google. Looker a été racheté par Google et il se trouve que du coup on a diversifié notre portefeuille produit chez Google, chez GCP, parce qu'effectivement du coup on a la facturation de Looker aussi dans notre compte GCP, et en diversifiant le portefeuille produit, en augmentant le budget dans leur solution, on peut se retrouver à avoir des économies d'échelle qui peuvent faire la différence. Voilà. C'était encore moi. Merci pour la présentation. Vous avez parlé d'une harmonisation des définitions des indicateurs. Et du coup, quelle est la gouvernance que vous avez pour valider la définition des indicateurs en fonction des métiers peut-être? Et je vais laisser la place à Amélie.
Alors, pour la définition des indicateurs, alors en fait, c'est les définitions qui existaient effectivement précédemment et qui avaient été validées à l'époque. En fait, chaque indicateur, à chaque fois, est validé avec l'équipe métier en question quand ils en ont besoin. Et du coup, on reste... finalement, la définition est maintenue dans le code. Alors, on n'a pas encore, je pense que ça, c'est peut-être les étapes d'après de data catalogue, ou un truc de plus de data lineage qu'on fait quand même au travers, pour nous, de Looker, puisque du coup, on trace quand même toute la provenance, puisqu'il est, comme on le disait, il est codé qu'à un seul endroit. Donc, on peut, en fait, quand je vous montrais sur l'écran précédent, tac, la Suisse, là. En fait, si on clique sur les infos d'un champ, ça nous renvoie tout de suite à l'endroit où est-ce qu'il est codé dans le code LookML. Donc, on peut rapidement voir la construction du champ et sur quels autres champs il s'appuie et du coup la définition qu'il a. Donc, pour l'instant, on le gère de cette manière-là, mais peut-être qu'à terme, il faudrait qu'on ait un outil plus dédié pour cette partie-là. Je vais me permettre de rajouter une petite chose. C'est effectivement la définition, on la voit avec les équipes métiers. Mais in fine aussi, on a des comités de pilotage où on se réunit avec la direction pour pouvoir asseoir aussi des définitions qui vont être réutilisées dans les reportings communs ou les reportings par exemple dédiés à nos actionnaires ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment en 2 étapes, aller voir le métier, comprendre les besoins, comment eux ils le comptabilisent, nous, comment on le retranscrit par exemple sous forme de code, et ensuite comment on harmonise tout ça en figeant une définition que l'on communique et qu'on met ensuite en commun auprès des équipes et sur lesquelles on les amène à vraiment, on les embarque, on fait de l'accompagnement pour les faire changer de définition et leur montrer que voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va comptabiliser. Peut-être que tu n'es pas contente, mais c'est la définition commune. Ou peut-être que tu es content parce que du coup, tu as plus de trucs. Voilà. D'autres questions? On va aller d'abord sur la droite. Les femmes d'abord. Alors, une question qui rejoint peut-être un petit peu la précédente sur la notion de gouvernance. Vous avez mentionné la capacité, ou en tout cas l'absence de duplication, le risque. Comment vous gérez le risque de duplication des KPI? Est-ce que, si j'essaie de créer 2 fois le même KPI, il y a un système qui va dire ah bah j'ai 2 fois la même formule de calcul, ou voilà, comment vous avez mentionné la déduplication des KPI, etc. Comment c'est géré? Est-ce que c'est via une gouvernance ou via d'autres systèmes? Je réponds ou tu réponds? Allez, je vais répondre. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, parce qu'on a encore du travail à faire, on a dit sur certaines choses. Rappelez-vous, on est une petite équipe. Par contre, le fait d'être une petite équipe donne aussi des avantages. Ces avantages, c'est que si jamais on se rend compte qu'il y a des bêtises, on sait sur qui taper. Et la personne est souvent à longueur de bras. Alors, je vous rassure, hein, tout se passe bien, pas de violence entre nous. Mais non, c'est vrai qu'on a un contrôle, et ça fait aussi partie de ce qu'on parlait juste avant du push de code et du versionning, c'est qu'il y a un contrôle aussi de ce qui est mis en prod. Donc, quand il y a du code qui est mis en prod, on s'assure que le code corresponde à un besoin, et si jamais une définition existait déjà, on s'arrange avec la personne pour qu'elle édite son code, et ensuite on déploiera le code en ayant fait le filtre. Ça répond à ta question? Parfait. Bravo pour la démarche. Petite question sur la question budgétaire. Aujourd'hui, comment vous projetez le fait que vous alliez mêler à la fois du temps réel et du requêtage, en sachant que la facturation va se faire à travers le requêtage? Comment vous avez projeté le budget par anticipation et comment vous le suivez? Et est-ce qu'il y a un moment où vous allez dire stop, on arrête tel ou tel sujet, quoi? Je m'en occupe. Ok, j'ai compris. Enfin, il y a 2 questions et je vais me remettre en face. En fait, le niveau de projection, c'est le plus compliqué. Et je pense que c'est pour ça que vous avez posé la question. Effectivement, c'est surtout nous, dans une logique où on a une très forte croissance, où on met à disposition un outil qui est disponible à une 30aine d'utilisateurs qui, du coup, font des requêtes dans BigQuery. Ça peut rapidement chiffrer. Donc, nous, tout notre jeu, même si on n'a pas mis autant que ça le poids dessus, c'est faire en sorte d'optimiser les coûts.
On a parlé de la mise en cache, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, l'outil en tant que tel nous permet d'optimiser les coûts. On n'est pas passé sur beaucoup de choses, mais le fait que ce soit un outil de Google qui t'aide dans BigQuery, c'est comment parler à BigQuery, est optimisé aussi pour BigQuery Engine, donc c'est faire aussi les trucs, va retraiter les requêtes SQL pour les mettre en forme de façon à ce que ça coûte encore moins cher. Ça, c'est la première chose. Pour revenir vraiment au côté projection, on va dire que on sait à peu près à la louche combien on dépense. Pour faire plus simple, en fait, on a un contrôle quasiment quotidien des coûts qui sont exécutés dans BigQuery. On a mis en place des monitorings au niveau des logs des exécutions de code dans BigQuery. À chaque fois qu'il y a une requête qui est faite, on capte les logs. Pour ceux à qui ça parlera, dans GCP, c'est audit log, je crois. Et effectivement, on filtre sur BigQuery, on va récupérer tous les logs, et ces logs, on va pouvoir les analyser pour essayer de comprendre effectivement quelles sont les requêtes, combien ça a généré, est-ce que c'était mis en cache, etc. Et à travers ça, effectivement, c'est là où on va pouvoir faire de la FinOps et essayer de comparer tout ça. À partir du moment où on a un suivi quotidien des coûts, on peut se projeter sur un mois, on rajoute un petit pourcentage de croissance parce qu'on sait qu'on va soit embarquer une nouvelle équipe, et on se projette sur une année. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on fonctionne. Il y a peut-être sûrement mieux. Mais pour l'instant, ça nous va. À savoir qu'encore une fois, on a beaucoup de marge de progrès à faire, sûrement pour mieux contrôler, mais on reste dans des coûts qui, de notre point de vue, et même de la direction, parce que c'est pour ça que pour l'instant on ne nous pose pas trop de soucis, sont négligeables par rapport à l'apport aux équipes. Je vous ai parlé du temps réel, c'est vraiment pour les données e-commerce ou les données de vente boutique. Les pures, dures, stratégiques ou des choses qui seraient vraiment nécessitent de la réactivité. Pour tout le reste, je crois que la deuxième fréquence la plus basse, c'est 15 minutes. Et ensuite, c'est l'heure ou la journée. Et comme ça, on essaie d'optimiser au max. Est-ce que j'ai à peu près répondu aux questions? Yes. D'autres questions? Ou vous voulez aller faire la sieste? Ou un café? Ah, une question ici. Merci beaucoup encore pour la présentation, très bien, qui me parle beaucoup. Et moi, j'avais une question plus sur la première partie, sur l'ingestion. Pourquoi Fivetran? Et du coup, comment vous l'utilisez, sur quel montant de volumétrie, quelle typologie de fréquence, sur toutes vos sources de données, et si vous avez vocation à utiliser que cet outil-là? Je vais reprendre et je vais faire sourire, je pense, la personne qui a posé la question. Mais vraiment, vraiment, et même tout le monde dans la salle qui connaîtra un peu la solution et ses problématiques. Il y a 2 ans, on a utilisé Fivetran. Puis on s'est rendu compte que ça coûtait cher. Donc on a coupé Fivetran. Puis on s'est dit, on va mettre en place un talent. Et en fait, du coup, on a mis un serveur, et puis le serveur, c'est plus simple. Les coûts, c'est plus simple, c'est la solution open source, mais il nous fallait une personne pour travailler sur talent. Puis cette personne, elle a quitté l'entreprise. Merci, je crois qu'on est en train de déborder. Et cette personne a quitté l'entreprise. Donc du coup, plus personne pour s'en occuper. Donc du coup, on a repris Fivetran. Et par contre, on a limité les sources que l'on synchronise. Aujourd'hui, on ne synchronise qu'une seule source dessus, avec un budget qui est contrôlé. Ceci étant, dans un futur sûrement proche, on va couper Fivetran, parce que la source que l'on utilisait pour synchroniser, elle va être disponible dans GCP à travers un data transfer. Donc voilà, c'est les aléas de la gestion des données. C'est ça. Je crois qu'on déborde trop, c'est bon? On est bon? Parfait. Merci à vous tous en tout cas, et une bonne journée.